Compte rendu de la 62e réunion du Conseil de ministres. Sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce vendredi 10 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 62e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de la Première ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication de la Première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intervention de Son Excellence Monsieur le Président de la République au Global Gateway Forum à Bruxelles. À ces sujets, la Première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays, depuis son investiture à la magistrature suprême, le Président de la République n'a cessé de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ces contextes qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région de Grand Lac, en ce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La Première ministre chef du gouvernement a engagé par ailleurs le gouvernement à en prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures, d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques. Le deuxième point de la communication de la Première ministre a porté sur le processus des reconnaissances du Génocost. Le gouvernement de la République demeure résolument engagé dans le processus des reconnaissances du Génocost. À ces propos, la Première ministre a salué l'organisation par le ministère des Droits humains de la première édition du Forum national de droits humains en République démocratique du Congo, ouverte au Palais du Peuple à Kinshasa jeudi 9 octobre dernier. Consacrée aux thématiques relatives à la justiciabilité des droits humains, à la justice transitionnelle, à la promotion et à la protection des droits humains, ainsi qu'au plaidoyer pour la reconnaissance du Génocost, ces forums s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui met un accent particulier sur l'homme, considéré à la fois comme la ressource principale, le moteur du développement et les bénéficiaires de fruits de ces progrès. Elle a souligné que le gouvernement attend de ces forums qu'il élabore une feuille de route claire et détaillée, précisant des actions concrètes et progressives dans le cadre d'une stratégie globale en faveur de la reconnaissance internationale des génocides en République démocratique du Congo. Cette stratégie devra intégrer des mesures réalisables à chaque étape et tout en maintenant et en renforçant l'élan des efforts déjà en cours. L'objectif est de garantir une dynamique soutenue en vue d'atteindre la reconnaissance internationale souhaitée. Dans les mêmes ordres d'idées, la Première ministre a exhorté instamment les 2 chambres du Parlement à examiner rapidement et en priorité l'adoption d'une résolution officielle. Celle-ci devra proclamer au nom de la nation la reconnaissance des génocides perpétrés sur le sol congolais pour des raisons économiques. Le 3e point de la communication de la Première ministre chef du gouvernement a porté sur le renforcement de l'efficacité de la réponse humanitaire. La Première ministre est revenue notamment sur la situation humanitaire et sécuritaire dans la partie est de notre pays, ce qui a fait l'objet de la réunion du cadre national de concertation humanitaire qu'elle a convoquée le jeudi 9 octobre 2025 à l'hôtel du gouvernement. Y ont pris part les représentants des institutions publiques concernées par la problématique, les agences du système des Nations Unies, les bailleurs de fonds, des partenaires humanitaires ainsi que des organisations non gouvernementales. 3 défis ont été étudiés au cours de cette réunion.
Il concerne 1. L'accès humanitaire libre, inconditionnel et sans entrave. 2. Les contraintes administratives, les obstacles à l'efficacité et à la réactivité des opérations humanitaires, ainsi que la crise de financement de la réponse humanitaire. Les attentes de l'équipe humanitaire par rapport à ces défis s'y résument au réexamen de la position du gouvernement sur les points prioritaires à la résolution de la crise humanitaire et sécuritaire qui sévit à l'est du pays, telle qu'abordée depuis mars 2025. Après des échanges soutenus, la Première ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à toujours assumer sans faille sa responsabilité première dans la protection et l'assistance aux populations vulnérables. Cependant, pour y remédier, elle a invité les membres du gouvernement impliqués dans les matières susmentionnées à s'exprimer à travers leurs experts à la task force ad hoc et au niveau du groupe de travail conjoint afin de redynamiser les réflexions sur les points prioritaires sous la coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les conditions des travaux feront l'objet d'évaluation au regard du contexte diplomatique, politique et humanitaire afin de s'assurer que tous les défis aient été pris en compte. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la main tendue du président de la République devant les chefs d'État africains présents à la deuxième édition du Global Gateway organisée par l'Union européenne à Bruxelles, en interpellant directement les présidents rwandais considérés comme responsables du M23 à retirer ses troupes sur le territoire congolais. Les inquiétudes de la population consécutives aux violations du cessez-le-feu par les terroristes de l'AFC-M23 et au mouvement de troupes alors que les regards sont tournés vers le pourparler de Doha et de Washington. La satisfaction de la population, particulièrement les conducteurs de véhicules de transport en commun et des particuliers, consécutive à la révision à la baisse des produits pétroliers. Au chapitre politique, il a fait état des tensions dans les assemblées délibérantes au Bazuélé, au Holomami, au Congo central, au Tanganyika et à la Chopo. Ces tensions visent les différents bureaux accusés de mauvaise gestion et d'entrave à l'exercice du contrôle parlementaire. Cette situation est suivie de près afin d'encourager la stabilité des institutions provinciales et de neutraliser tout trouble à l'ordre public. Dans ces mêmes registres, le vice-premier ministre est revenu sur la tenue il y a quelques jours de la table ronde de haut niveau sur la contribution et l'engagement des ministres et services sectoriels pour l'accès à une identité légale pour tous à travers l'enregistrement numérique en Afrique. Organisée selon l'esprit de la décision du Conseil de ministres sur l'état civil, cette activité avait pour thème l'enregistrement des faits d'état civil comme fondement des infrastructures publiques numériques et des systèmes d'identité juridique numérique en Afrique. Elle visait à souligner que l'état civil joue le rôle de pilier fondamental de gouvernance et de souveraineté dans la mesure où il est à l'intersection de plusieurs services et de garantir leur transversalité. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre a fait le point de la réunion de travail qu'il a animée à la suite des instructions du président de la République afin d'approfondir le rapport de la mission d'inspection effectuée dans la province du Lualaba par la Commission nationale de lutte contre la fraude minière sur la présence irrégulière des hommes en uniforme et armés ainsi que des envahissements des sites miniers par des exploitants illégaux et des étrangers. À cet effet, il a été pris des mesures immédiates de démilitarisation des sites miniers et leur sécurisation face aux envahissements des exploitants illégaux. En outre, la séance de travail a, conformément aux recommandations du président de la République, permis d'évaluer les conditions de la levée de la mesure de suspension de l'exploitation du cobalt en vue d'un accompagnement sécuritaire de l'autorité des régulations et des contrôles des marchés des substances minérales stratégiques ARECOMS pour une meilleure contribution à l'amélioration des cours et à l'équilibre du marché afin de maximiser les recettes de l'État face à l'exploitation des artisanaux. Pour ce faire, un plan d'accompagnement d'ARECOMS sur la levée des mesures de suspension de l'exploitation des cobalt a été également mis sur pied. Toutes ces mesures à court et à long terme sont coulées dans la feuille de route.
Au chapitre des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre a fait état de l'incendie de 177 maisons au camp Kabila dans la commune de Lemba à Kinshasa. Après l'intervention d'urgence du gouvernement visant à soulager les sinistrés, son ministère a jugé utile de délocaliser les victimes à travers le projet d'acquisition des terrains de 15 mètres sur 20 à Njili Brasserie, piloté par le service de gestion et entretien des infrastructures de la police nationale congolaise. Il a terminé son intervention par le rapport sur la situation aux frontières. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu sur la situation opérationnelle dans le pays. En ce qui concerne les opérations dans les lignes de front dans le nord et le sud Kivu, il a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte et opposent une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de leur position par la coalition ennemie afin de défendre le territoire national. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié leur pression sur les groupes armés actifs dans plusieurs localités et réfractaires au programme PDDRCS. À ce titre, elles ont ciblé et neutralisé plusieurs éléments de la CRP dans les cités de Kasseni et Nyamamba en territoire du Djougou-Diroumou, compromettant ainsi leur tentative d'établir une liaison avec leurs alliés au sein de la coalition des agresseurs rwandais. Dans l'ouest du pays, la traque des éléments Mobondo se poursuit dans les périphéries de la ville de Kinshasa. Le point a également été fait sur les détails opérationnels de la réponse qu'apportent les forces de sécurité. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait l'évaluation de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Il a indiqué que la conjoncture économique intérieure reste marquée par la stabilité du cadre macroéconomique, traduite par les reculs de l'inflation et une forte appréciation de la monnaie nationale sur les deux segments du marché de change. La croissance économique est projetée à 6,3% en 2025, soutenue principalement par les dynamismes du secteur extractif. Au cours de la première semaine du mois d'octobre 2025, l'indice global de prix à la consommation a enregistré une baisse sensible, se traduisant par une déflation. En effet, le taux d'inflation hebdomadaire est ressorti à moins 0,10% contre 0,06% la semaine d'avant. En cumul annuel, le taux d'inflation s'est établi à 5,93% contre 9,99% à la même période de 2024. Par rapport à la semaine précédente, les francs congolais s'est apprécié de 6,31% à l'indicatif et de 4,12% sur le marché parallèle. Comparativement à fin décembre 2024, la monnaie nationale a enregistré une appréciation de 13,47% à l'indicatif et de 9,54% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits des bases importés et exportés par la RDC ont globalement bien évolué. Au regard de facteurs de risque internes et externes, le gouverneur de la Banque centrale a formulé des recommandations allant dans le sens du maintien d'une coordination étroite entre la politique budgétaire et monétaire afin de préserver la stabilité macroéconomique, de la poursuite de la surveillance rapprochée du marché de change et du secteur bancaire pour anticiper d'éventuelles tensions, ainsi que de la promotion de la diversification économique par l'agriculture et les services afin d'atténuer la dépendance au secteur extractif. Le Conseil a pris acte de son rapport. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté le point saillant de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de la maladie à virus Ebola, il a été enregistré au 8 octobre 2025 34 alertes, dont 15 validées, aucun cas n'a été confirmé. S'agissant du choléra, comparé à la semaine passée, la tendance à la 39e semaine épidémiologique est marquée par une augmentation du nombre des nouveaux cas, passant de 1180 à 1384 cas suspects, dont 48 décès, soit une létalité de 3,8%. Quant au Mpox, la tendance à la 3e semaine est marquée par une diminution du nombre de nouveaux cas suspects de 807 à 366, soit une baisse de 54,6%. Face à ces épidémies, les actions de riposte en cours ont été présentées et des recommandations supplémentaires ont été formulées.
Note d'information relevant du secteur du développement rural. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a informé le Conseil de la célébration de l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme rurale, le 15 octobre de chaque année. Il a indiqué que cette journée est destinée à sensibiliser au rôle des femmes rurales, à promouvoir l'égalité des sexes, le développement intégral de leur milieu à travers les activités de développement, l'autonomisation et à encourager les actions en leur faveur ainsi que leur contribution dans l'économie rurale. L'opinion publique et les décideurs seront ainsi sensibilisés aux enjeux auxquels les femmes rurales sont confrontées et à promouvoir des politiques en faveur de leur autonomisation. Les calendriers prévoient une série d'activités s'étalant du 15 au 31 octobre 2025. Leur lancement s'effectuera simultanément dans la ville de Kisangani, province de la Chopo, en raison de la forte concentration de femmes rurales déplacées de guerre et des conflits ethniques, ainsi que dans la ville de Kenge, province du Kwango, étant donné que l'on rencontre plus de malnutrition dans les ménages agricoles de cette province. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité quant à ce. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a été complété par la ministre du Genre, Famille et Enfants. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, un projet de loi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a soumis pour examen et adoption le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, prenant cours le 19 octobre 2025. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 14h55, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h11. Je vous remercie.